L'Espace Sud aménage votre avenir. En tout cas, merci d'être là à cette réunion d'information sur la taxe de séjour 2019. Je sais que vous vous posez beaucoup de questions. Enfin, j'espère qu'elles seront très nombreuses, puisque nous avons avec nous Monsieur Payali, qui va répondre à vos interrogations. Alors, comme vous le savez déjà, c'est la loi NOTRe qui a transféré cette compétence aux intercos, notamment la communauté d'agglomération de l'Espace Sud. C'est une compétence partagée entre la CTM, la collectivité territoriale, les communes et la communauté d'agglomération de l'Espace Sud. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est la communauté d'agglomération de l'Espace Sud avec la taxe de séjour, puisque la taxe de séjour, c'est la communauté, avec le transfert de compétences, c'est la communauté d'agglomération qui récupère la taxe de séjour. Et vous êtes là pour ça ce soir. D'accord? Je vais tout de suite lui laisser la parole. En tout cas, merci d'être là. Soyez attentifs et n'ayez pas peur de poser toutes les questions. Merci, à tout à l'heure. Merci. Alors bonjour à tous, je me présente, je suis Julien Pancrate, le directeur de l'Office de tourisme intercommunal. Comme Monsieur le Président l'a précisé, la loi NOTRe a transféré la compétence promotion du tourisme dès janvier 2017 à la collectivité d'agglomération et en ce sens, et dont la création d'offices de tourisme intercommunaux. Donc dès le 1er octobre, la collectivité d'agglomération de l'Espace Sud a créé un office de tourisme intercommunal qui impliquait le transfert du personnel des anciens offices de tourisme et également des locaux. Donc ce qui a été fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'office de tourisme intercommunal est composé de 15 agents qui sont essentiellement des agents des anciens offices de tourisme et on a récupéré également les locaux des anciens offices de tourisme. Donc si vous connaissiez à la base les adresses des offices de tourisme, rien n'a changé, nous sommes positionnés toujours au même endroit. La différence, on va dire notoire, qui a impulsé cette loi, c'est notamment, on ne parle plus d'office de tourisme dans les communes, mais on parle de bureau d'information touristique. Alors je vais être précis, sur le territoire sud, nous avons 6 bureaux d'information touristique, donc des anciens offices de tourisme qui étaient gérés auparavant par le maire, excusez-moi, tu vas trop vite, qui étaient gérés auparavant par le maire et qui confiaient la promotion du tourisme généralement à une association. Il y avait une convention d'objectifs qui attribuait à cette association la mission d'assurer la promotion du tourisme. Alors, c'est totalement différent maintenant. C'est l'Espace Sud qui s'en occupe et on a créé une seule structure qui permet d'impulser une stratégie territoriale sur l'ensemble du territoire sud. Donc, il faut savoir que l'Espace Sud porte la stratégie touristique. Elle est partagée entre l'Espace Sud et l'Office de tourisme. L'Espace Sud s'occupe notamment du déploiement du dispositif Odyssea. Et nous occupons des missions dont je vous ai parlé, la promotion, la coordination des socioprofessionnels, donc c'est-à-dire vous, l'accueil des touristes que ce soit au niveau des BIT, mais l'accueil hors des murs également. Nous avons été mobilisés très tôt sur l'accueil des escales croisières, que ce soit sur les Anses d'Arlay ou sur la ville des Trois-Îlets. Donc voilà un petit peu nos missions. Donc comme je vous disais, promotion, donc il y a un aspect promotion également sur lequel nous voulons mettre l'accent cette année, parce que sur 2018, pour vous expliquer un petit peu, la priorité était de pouvoir un petit peu maintenir les dynamiques qui étaient déjà impulsées au sein de vos communes. Donc c'est-à-dire qu'il y a un travail qui a été fait avec les municipalités afin de nous faire parvenir les actions qui étaient portées par les anciens offices de tourisme. Ce travail a été fait, donc nous avons mis en place un plan d'action qui reprend un petit peu qui reprend toutes ces actions qui nous ont été transmises. Donc ce plan d'action, donc la priorité, l'urgence était de pouvoir maintenir un petit peu, comme je vous disais, les dynamiques qui ont été impulsées. 99% des actions qui étaient à caractère touristique, bien sûr, qui étaient portées par les offices de tourisme, ont été maintenues
sur l'année 2018, malgré des difficultés de transfert, et bon, on en parlera un petit peu plus tôt. Donc la priorité pour cette année 2019, c'est vraiment de revenir sur notre cœur de métier, qui est d'assurer votre promotion. Donc pour ce faire, vous savez que maintenant l'industrie du tourisme a subi une mutation depuis, on va dire, les 10 dernières années, et on ne peut plus parler du tourisme sans parler du numérique et des réseaux sociaux. Alors, notre priorité cette année, ce sera de pouvoir nous doter d'outils de communication et de promotion efficaces, notamment par la création d'un site internet, des réseaux sociaux, afin de vraiment créer notre identité numérique et puis de pouvoir vraiment assurer la présence de l'OTI dans le paysage local. Donc voilà un petit peu. Je passe à la prochaine, c'est tout? Oui, parce qu'il faut parler d'argent. Voilà, exactement. Donc on arrive au sujet qui fâche, qui, en tout cas pour moi, c'est voilà, le nerf de la guerre. Donc sans budget, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Je vais vous présenter un petit peu les recettes de l'Office de tourisme et d'où votre présence aujourd'hui, parce qu'il faut comprendre que la réussite du défi qui nous a été confié dépend un peu de vous. Et notre présence aujourd'hui est de pouvoir vous faire comprendre que l'intérêt il est partagé. Parce que la taxe de séjour, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas de l'argent que nous prélevons sur vous, c'est les touristes qui paient la taxe de séjour. Et il faut comprendre également que l'Office de tourisme fonctionne grâce au produit de la taxe de séjour qui est censé être reversé à l'Office de tourisme. D'accord? Donc nous avons, par exemple, on vous a pris un petit récapitulatif de l'année 2018, le budget 2018, nous avions 25% de subventions, soit 211 000 euros, et nous étions censés recevoir une taxe de séjour pour un montant de 646 000 euros. Alors, vous comprendrez bien que le véritable enjeu sur la mise en place de l'Office de tourisme intercommunal, c'est de pouvoir apprécier et de pouvoir donner tous les moyens de pouvoir collecter cette taxe de séjour. Sans quoi nous ne pourrons pas fonctionner, nous ne pourrons pas répondre aux ambitions de l'espace sud, parce qu'il faut savoir qu'encore une fois, l'espace sud a une stratégie touristique bien précise et qui s'étale sur l'ensemble du territoire, qui impulse également une complémentarité entre les communes, à l'opposé de mettre les communes en opposition entre elles. Donc il y a une réflexion qui est faite au niveau de l'identification des spécificités de chaque commune, parce que vous le savez très bien, quand un touriste vient sur notre territoire, il ne reste pas uniquement sur une ville. Et l'intérêt également de l'intercommunalité maintenant, c'est qu'il y a une circulation de l'information. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait sur nos agents, qui étaient habitués auparavant à assurer la promotion uniquement de leur ville. Maintenant, nos agents sont formés pour pouvoir assurer la promotion de l'ensemble du territoire. Un exemple concret, vous allez au Diamant, vous êtes censé retrouver le même degré d'information au Diamant pour la ville des Trois-Îlets ou pour la ville du François, peu importe. Donc quand vous vous arrêtez en gros dans un BIT, il doit vous servir de relais au niveau des informations que vous pourrez collecter dans les autres BIT. Donc comme je vous le disais, c'est d'une importance capitale. Et c'était très important pour nous de pouvoir vous rencontrer, que vous puissiez comprendre les choses. Et je vais passer la parole à notre prestataire qui vient de loin et qui a une expérience très claire par rapport à tout ça. Merci. Merci beaucoup. Oui, donc effectivement, la taxe de séjour a la particularité d'être une taxe qui est affectée. C'est-à-dire que le produit de la taxe de séjour qui est collecté aujourd'hui par l'espace sud va aller à 100% au budget de l'Office de tourisme. C'est à l'euro, les coûts de collecte sont à la charge de l'espace sud, mais le produit va dans le budget de l'OT. Et donc, comme vous pouvez le voir, le budget de l'OT, aujourd'hui, il est à 75% en taxe séjour, mais il y a 25%, c'est une subvention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette subvention, ce sont vos impôts, à vous. Alors que ça, c'est les montants payés par les touristes lorsqu'ils viennent chez vous. Donc, vous voyez bien que l'objectif d'avoir des moyens plus importants pour faire la promotion de ce magnifique territoire, il est plus à espérer en augmentant le produit de la taxe séjour par une collecte équitable sur l'intégralité des prestataires du territoire, beaucoup plus que par l'augmentation de la subvention sur le budget général, parce que je crois que l'intercommunalité a 2-3 petites choses à payer autres que le tourisme qui sont essentielles pour vous au quotidien. Donc, l'intérêt, c'est que ça,
ça reste stable ou ça diminue, et que ça augmente. Parce que plus la promotion sera efficace, plus vous en bénéficierez par un taux de remplissage supérieur de vos établissements. Alors, comme le président l'a indiqué, j'ai le métier particulier de m'occuper que de taxes de séjour. Et je m'occupe que de taxes de séjour justement parce que la taxe de séjour, c'est assez technique et c'est le seul impôt qui permet de faire payer une charge qui vous concerne, c'est-à-dire la promotion du tourisme, par les autres. D'habitude, on parle des impôts, c'est vous qui allez le payer. Là, l'intérêt aujourd'hui, c'est que l'action des 3 EPCI sur la Martinique, et c'est essentiel, ont pris des décisions similaires, c'est-à-dire que de partout, la taxe séjour s'applique en Martinique dans des conditions pratiquement identiques et qui sont au réel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui paie la taxe séjour en tant qu'hébergeur. Tous les hébergeurs doivent la facturer à leurs clients et la reverser à la collectivité. Alors, je vais vous expliquer un tout petit peu toutes les règles, parce que je sais que certains d'entre vous collectaient la taxe précédemment dans leur commune, donc je vais vous balayer tout le projet, et à la fin, je suis là pour répondre à toutes vos questions. On a la nuit devant nous, enfin pour ma part, donc il n'y a pas de problème, voilà, je pourrai vous passer toutes les questions. Donc, lorsque l'Espace Sud s'est posé la question de la taxe séjour, il était dans les cartons possibles, puisque c'était à cette époque ce qui était déjà fait par le centre et le nord, de prendre une taxe séjour au forfait. Au forfait, c'est assez confortable, puisque on vous demande rien ou presque, et on vous envoie une feuille d'imposition supplémentaire qui se rajoute à votre taxe foncière, à votre CFE, et c'est la taxe de séjour. Et là, c'est vous qui la payez et qui devez la rajouter à vos charges d'exploitation. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore eu un seul client, que vous avez déjà la taxe de séjour à payer. Donc, bien entendu, les hébergeurs la font diminuer au maximum parce que tout entrepreneur veut avoir des frais fixes les plus bas possibles, c'est normal. Résultat, on obère le budget de l'Office de tourisme bêtement. Donc, le choix qui a été fait par la collectivité, c'était de prendre une taxe séjour au réel, de façon à ce que ce soit le touriste étranger au territoire qui la paye, et en aucun cas un hébergeur. Le principe de la taxe de séjour au réel, c'est qu'elle est réglée par toute personne qui séjourne à titre onéreux dans un hébergement touristique. Vu que vous la facturez d'un côté et vous la reversez de l'autre, c'est totalement neutre pour vous, puisque à aucun moment ça ne rentre dans vos revenus ou dans votre chiffre d'affaires. C'est à part. Donc le principe, c'est qu'elle est payée par toute personne qui ne réside pas dans la commune, qui séjourne à titre onéreux chez un logeur. Donc ça signifie que c'est parce que vous faites payer la nuitée que il y a une production de taxe de séjour, et c'est parce que la personne n'est pas domiciliée dans la commune qu'elle doit payer une taxe de séjour. En gros, on lui fait payer une quote-part d'impôts locaux, mais qui est affectée au tourisme. On considère qu'il y aurait plein d'autres choses à payer, mais par lisibilité, on considère que la taxe séjour, et c'est le cas puisque l'Office du tourisme est un EPIC, 100% est reversé. Alors, tout le monde ne doit pas payer la taxe séjour. Il y a quelques exonérations. La principale, et je pense la seule ou presque que vous allez rencontrer, c'est celle qui concerne les mineurs. Les moins de 18 ans sont exonérés de la taxe de séjour. Il y a également une exonération pour les personnes qui sont en contrat de travail saisonnier et qui seraient employées sur la commune et qui séjourneraient chez vous. Je parle d'un CDD saisonnier, c'est-à-dire un CDD de 4 mois qui se renouvelle chaque année. Alors, c'est dans la loi, mais de vous à moi, j'en ai toujours pas rencontré un seul. Parce qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à embaucher les gens en CDD ou en intérim, mais le CDD saisonnier, j'ai entendu parler qu'il y avait des gens qui avaient des CDD 4 mois à Megève, 4 mois ici, mais je ne les ai jamais encore rencontrés et personne ne m'a dit les avoir vus. Donc, si c'est le cas aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a déjà vu ça. Bon, voilà. Enfin, dernier cas, si votre hébergement est réquisitionné par la préfecture ou le conseil départemental pour y loger des gens dans le cadre de l'hébergement d'urgence ou du relogement temporaire, la préfecture ou le département ne vont pas payer la taxe de séjour, donc il n'y a bien entendu pas de taxe de séjour à reverser dans ce cadre-là. Mais on parle bien de l'hébergement d'urgence de la préfecture ou du département.
Alors, avec ça, vous savez tout du champ d'application de la taxe de séjour. Avant, il y avait d'autres choses que vous avez peut-être pu pratiquer. Il y avait avant des réductions pour les porteurs de cartes famille nombreuses, ça n'existe plus. Il y avait des réductions pour les porteurs de chèques vacances, ça n'existe plus. N'importe comment, c'était un enfer parce qu'on ne savait pas si les gens devaient payer plus de 10%, plus de 20% ou plus de 50%, puisque c'est assez rare que les gens payent 100% de leur séjour avec des chèques vacances. Donc ça a disparu. Et en plus, depuis 2015, vos élus n'ont plus la possibilité de voter des exonérations ou des réductions particulières locales. C'est exactement la même réglementation qui s'applique à tous les départements français. Il y avait des exonérations avant qui n'existent plus. La première qui a été supprimée, c'est l'exonération pour les handicapés et les mutilés de guerre. La raison en est simple. Les handicapés et l'association d'handicapés avaient fait un juste combat pour l'accessibilité auprès des députés pendant des années en leur disant on veut que les normes d'accessibilité soient durcies vers les hôtels parce que vous comprenez, les handicapés sont des touristes comme les autres, ils doivent être accueillis comme les autres, donc nous exigeons que dans les hôtels, on puisse être accueillis. Les hôtels ont eu des normes d'accessibilité très fortes qui ont été implantées. Il y a eu de grosses actions qui ont été faites qui n'ont pas été simples à gérer. Et au final, il y a un député qui a dit « Mais attendez, si les handicapés sont des touristes comme les autres, ben, ils payent la taxe comme les autres. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une exonération spécifique. Et donc, du coup, les handicapés ne sont pas exonérés. Même si vous le demandez, il n'y a pas d'exonération. Il n'y a pas d'exonération pour les voyageurs de commerce. Bon, déjà, un voyageur de commerce, il faut encore en trouver un. Là aussi, une carte de VRP, ce n'est pas tous les jours qu'on en croise une. Et je veux dire par là que, quelle que soit la raison du séjour sur l'île, on doit la taxe de séjour. Moi, aujourd'hui, je suis venu pour travailler. Je ne vous cache pas qu'à partir de vendredi soir, il est possible que je profite un peu plus de mon séjour pour ce qui serait du loisir. La taxe de séjour, elle est due tous les jours de ma présence sur l'île parce que je ne suis pas domicilié sur l'île. Donc, taxe de séjour, quelle que soit la raison de ma présence chez vous, je dois payer une taxe de séjour. Il n'y a pas d'exonération pour les personnes bénéficiaires d'aide sociale. Ça existait avant et c'était totalement inapplicable puisque la loi disait que toutes les personnes citées au livre 4 de la Sécurité sociale étaient exonérées de taxe de séjour. Le livre 4 de la Sécurité sociale est un magnifique ouvrage de 450 pages avec lequel vous pouvez tuer votre voisin d'un coup facilement. Ça tient très bien la serviette de plage, mais par contre on s'y endort très rapidement. C'était totalement illisible et inutilisable, donc ça a été supprimé. Alors quelque chose qu'on peut vous demander et que vous allez prendre un joli plaisir à refuser, c'est qu'il n'y a pas d'exonération pour les fonctionnaires d'État en déplacement dans le cadre d'une mission. Les conseillers ministériels, les agents de l'équipement, les enseignants doivent payer la taxe de séjour aujourd'hui. Enfin, et c'était quelque chose qui est utilisé plutôt dans les stations thermales, il n'y a plus d'exonération pour les personnes exclusivement attachées aux malades, aux mutilés, aux blessés. Ça n'existe plus. Voilà. Donc, avec ça, vous savez, tout le champ, avant, après, tout ça, ça n'existe plus. Alors, maintenant, on va parler du point d'après, c'est combien ? Alors, le législateur a constaté depuis 2015, lorsque l'obligation de classement a été supprimée, qu'il existe beaucoup de gens qui, ayant des SCI, ont des meublés non classés et qui donc s'affranchissent du classement d'Atout France en étoile, et que le fait d'être non classé, ça ne veut pas dire qu'on a un hébergement qui est ignoble. Non, ça veut juste dire qu'on n'utilise pas le classement touristique, qu'on n'en a pas l'avantage et qu'on ne s'inscrit pas dans le plan de démarche qualité. On peut être un établissement de très belle facture, mais on est totalement autonome et non normé. Et donc, du coup, il s'est retrouvé avec des tarifs de taxe séjour jusqu'à l'année dernière qui étaient inférieurs pour les établissements non classés aux établissements une étoile, qui eux, par contre, disent moi, je suis un établissement humble, je l'assume, j'ai une étoile, pas plus, c'est pas terrible. Et ça vaut le prix que ça vaut, mais au moins, je ne cache rien à mon client. C'est éminemment respectable. Sauf que la loi faisait que le tarif pour les non classés était inférieur. Donc, le législateur, cette année, a décidé que les établissements classés en étoile continueraient à avoir un tarif de taxe de séjour fixe et que les établissements qui sont non classés auraient un tarif proportionnel au prix de la nuitée. Donc, ce tarif proportionnel est égal à 5% du coût par personne de la nuitée dans la limite de 1,80 €. Et le coût de la nuitée, c'est le coût d'hébergement hors taxe.
Alors, je pense que vous avez tous vu sur le site que l'on a fait, qu'il y a une calculatrice qui vous permet de faire des simulations et de voir le montant de taxe séjour à collecter pour chacun des séjours que vous commercialisez. Alors, on va faire quelques exemples quand même sur le pourcentage, parce que le tarif fixe, c'est le tarif que vous aviez précédemment. Enfin, le mécanisme, c'est-à-dire que vous prenez le nombre d'adultes par le nombre de jours et le montant de taxe de séjour, et vous l'ajoutez au pied de votre facture. Vous l'ajoutez après la TVA, si vous êtes soumis à TVA, parce qu'il n'y a pas de TVA à ajouter. Et comme je disais tout à l'heure, vous ne l'intégrez en aucun cas dans vos revenus. La taxe séjour, c'est à part, vous la reversez. Donc là, le premier exemple, c'est pour une famille composée de 2 adultes et de 2 enfants de 19 et 16 ans qui séjournent 7 nuits dans un meublé non classé pour un prix de 700 €. Bon, je suis allé extrêmement bas. Le prix de la location par jour, ça fait donc 100 €. 100 € divisé par 4 personnes, ça fait 25 € par nuitée. Hein, nuitée, c'est le prix par nuit par personne. 5% de 25 €, ça fait 1,25 €. Je le multiplie donc sur 1,25 € qui est mon tarif de base par le nombre de nuits, par le nombre d'assujettis. Assujettis, j'ai 2 adultes, mais j'ai également quelqu'un qui était considéré comme un enfant mais qui a plus de 18 ans, donc j'ai 3 adultes. Donc 3 x 7, 21 fois 1, 25, ça fait 26,25 € pour l'intégralité du séjour. Deuxième exemple, j'ai une famille qui est composée à ce moment-là de 2 adultes et 2 enfants de 14 et 12 ans qui séjournent dans un hôtel non classé pour un prix de 220 hors taxe la nuit. 220 divisé par 4, ça fait 55. 55 multiplié par 5%, ça fait 2,75 €. Vous voyez bien que 2,75 €, c'est au-delà de 1,80 €. Donc le tarif qui s'applique, c'est 1,80 € fois 2 égale 3,60 €. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est juste un pourcentage et il faut juste bien calculer puisque c'est le nombre d'occupants qu'il faut viser et après remultiplier par le nombre de personnes qui sont assujetties. Oui. Alors, la taxe additionnelle, c'est une excellente question. Alors, ça fait partie des choses que j'ai recherchées. Donc, la taxe additionnelle était auparavant collectée par le département de Martinique. Et depuis que la collectivité unique a été instituée, elle n'a pas repris cette taxe additionnelle. Donc, cette année, il n'y a pas de taxe additionnelle intégrée au tarif. C'est-à-dire que je ne peux pas dire ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Je ne me permettrai pas. Ce que je peux vous dire, c'est que sur la fiscalité de cette année, les services ont demandé à la collectivité unique « Avez-vous reconduit la taxe séjour ?» Ils ont dit « Non, pour l'instant, nous ne l'avons pas reconduit. » Vous l'avez reçu de qui? Hein? Mais de qui? Ah, pardon. Mme Magloire va vous donner l'explication. Oui, en fait, ils font référence à un mail qui avait été envoyé, effectivement, qui prenait en compte la taxe additionnelle. Mais il y a eu un rectificatif. Voilà. Et il n'y a plus de taxe additionnelle. Je peux vous promettre que je me suis moi-même posé la question, que je l'ai moi-même posée à tous les services, parce que pour moi, effectivement, il y avait une taxe additionnelle et je n'avais pas vu que le département, même s'il n'a pas bougé, même si son périmètre n'a pas bougé, c'est plus la même collectivité et donc ils n'ont pas repris la délibération l'année dernière, donc cette année, il n'y en a pas. Et là encore, aucun de nous, enfin, sauf s'il y a des conseillers communautaires, enfin des conseillers territoriaux ici, ne peut vous dire ce qui est prévu pour l'année prochaine. On le saura n'importe comment. S'ils doivent en voter une, ça sera avant le 1er octobre. Donc on aura tout le temps de le savoir. Pour l'instant, pour l'année 2019, il n'y a pas de taxe additionnelle. Et s'il y avait eu une taxe additionnelle, effectivement, il aurait fallu, une fois qu'on a 1,80 de taxe de séjour calculée, multiplié par 1,1, et donc on aurait ajouté 18 centimes. Et là, on aurait obtenu notre montant de tarif qu'on aurait multiplié par le nombre d'assujettis. Madame, vous aviez une question? Le calcul précédent, je suis allé trop vite. OK. Donc, 700 € divisé par 7, 100 € par nuit. 4 occupants, ça fait donc 25 €. Je prends 5% de 25 €, ça fait 1,25 €. 1,25 € étant inférieur à 1,80 €, c'est mon tarif de taxe séjour que je multiplie par le nombre de personnes adultes par le nombre de nuits. Et donc, ça fait 21 fois 1,25. Madame. Absolument. Absolument.
Oui, quand on parle hors taxe, c'est bien la TVA dont on parle exclusivement, s'il ne s'agit pas d'enlever d'autres choses. Monsieur, voyons, pas exagérer non plus. Et pourquoi pas la CRDS aussi? Ah, mais je pense que la majorité des établissements de l'île ne sont pas assujettés à la TVA. Tout à fait. Mais bon, sur le principe là-dessus, d'une proportionnelle, dans la fiscalité globalement, et je ne parle pas du tout de la taxe séjour, quand une taxe est assise, il n'y a que dans les produits pétroliers où il y a les taxes qui multiplient les taxes. Mais partout ailleurs dans la fiscalité, on revient normalement au cœur et on applique le pourcentage dessus. Les 5%, ça a été calculé par rapport au budget de l'Office de tourisme. En fait, 5%... Mais monsieur, depuis quand est-ce qu'on fait de la concertation avant de demander ce genre de choses? Les avis sont divergents. La vraie concertation, elle est sur le projet touristique et le développement touristique. 5%, c'est une ambition forte pour un territoire qui veut faire quelque chose. Si l'Office de tourisme n'avait pas été créé, si il n'y avait personne à loter et qu'on dise non, on a la compétence mais on n'en fait rien, effectivement, à partir du moment où il n'y a pas de besoin, mais ça aurait même pu être multiplié par 20 parce que moi j'ai vu dans certaines communes des tarifs qui étaient indécents, même dans le Larzac, c'est pas à ce prix-là. Mais effectivement, après on regarde le budget de l'Office de tourisme, on dit tiens c'est bizarre, la taxe... Oui, mais la taxe de séjour, elle est là pour créer un budget pour l'Office de tourisme. Et après, vous tous, en tant qu'hébergeurs, vous devez travailler avec l'Office du tourisme pour qu'il aille dans le sens de vos bonnes idées et que ça fasse la promotion et que ça fasse venir des gens, ça fasse rester des gens et ça fasse revenir des gens. Absolument. Et là, c'est au niveau, comme disait tout à l'heure le directeur, de l'échelle communautaire. Et c'est tout l'intérêt. Alors, tout simplement parce que le Nord, là-dessus, sur son projet, était plus en retard. Et effectivement, les conseillers communautaires ont arbitré autre chose. Je vous l'accorde. Ce n'était pas ce qui était prévu, mais le principe de la démocratie, c'est chaque conseil fait ce qu'il veut. Donc, le conseil du Cap-Nord a décidé d'un autre pourcentage. Et alors, moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez vraiment que des gens qui ont envie d'aller au Nord, enfin, qui ont envie de venir chez vous, ils vont venir au Nord parce qu'ils ont une taxe séjour inférieure ? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que quand on choisit une destination, c'est un ensemble de choses. Ah mais, non, mais ils perdent de l'argent. Enfin, ils perdent de l'argent en faisant ça. Mais chaque conseiller fait ce qu'il veut et... Tout à fait. Mais disons que, vous l'avez vu tout à l'heure, le budget, il est composé de la taxe séjour et de la subvention. Et la subvention, ce sont vos impôts. Donc, soyons clairs, dans le Nord, les habitants vont plus payer pour le tourisme que vous. Oui. Ah, il y avait même un micro. On est bien d'accord. Parfait, génial. Cet exemple que vous venez de prendre là, c'est pour les logements non classés. On est bien d'accord. Le pourcentage ne s'applique qu'aux hébergements non classés, absolument. Tout ce qui est classé et chambre d'hôte, c'est un tarif fixe. D'accord, ok. Merci. C'est le classement bien d'Atout France en étoiles qui compte. Si vous êtes en épi chez Gîtes de France, normalement, Gîtes de France peut vous donner, en plus des épis, les étoiles. C'est pas Atout France qui est payant, c'est la personne qui fait le classement qui est cofraquée. Atout France en lui-même, ça ne coûte rien. C'est juste la personne qui vient faire la visite qui coûte de l'argent. Alors, mais on en parlera tout à l'heure là-dessus, si vous permettez. Je vais reprendre le cours parce qu'il y a plein de réponses à des choses qui vont pouvoir... Non, mais je vous en prie, c'est moi. Donc, ce qui est important que vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, c'est que quel que soit votre canal de commercialisation, la taxe de séjour doit être collectée. Et vous avez bien compris tous, parce que je ne me fais pas d'illusions, hein, si vous êtes ici à perdre 2 heures de votre vie avec moi, c'est que vous êtes les gentils. Je sais bien que sur le territoire, il y a peut-être 2000 hébergeurs et on est un peu moins nombreux ce soir. Donc, je ne suis pas angoissé. Je sais bien que vous voulez du bien et vous voulez que tout ça aille bien dans un cadre carré. Je ne suis pas inquiet. Donc, précision, quel que soit le canal de commercialisation, la taxe de séjour doit être collectée. Alors le truc, c'est qu'il y a le contexte légal et il y a la réalité. C'est que depuis le 1er janvier, toutes les plateformes numériques intermédiaires de paiement doivent collecter la taxe séjour au bon tarif. Excepté que je vous conseille de regarder
les bons de commande qui vous transmettent de ce qui a été facturé à vos clients pour savoir si la taxe séjour a déjà été prélevée, est-ce qu'elle a été prélevée au bon tarif ou est-ce que c'est un truc au doigt mouillé qu'ils ont fait. Parce qu'Airbnb, depuis l'Irlande, je vous garantis que c'est même plus du doigt mouillé, quoi. Il le joue dans l'escalier, il jette les papiers pour voir ce que ça peut donner. Voilà. Alors, je vais juste vous demander de récupérer le micro. Comme ça, on peut vous entendre et on peut comprendre la conversation. Par rapport à ce que vous dites là, par rapport à la taxe que les plateformes doivent récupérer, en tous les cas, je suis avec Abritel Omnidays et c'est bien marqué sur le devis des vacanciers, comme quoi ils doivent le régler directement aux propriétaires à leur arrivée. En violation absolue de la loi. Mais c'est pas grave, vous savez, Abritel ne paye pas ses impôts en France, il les paye en Angleterre, donc ça serait quand même dommage. Non mais voilà, oui, non mais tout à fait. Posez la question, je vous réponds. Non, je me moque d'eux, d'autant plus que mes bureaux sont à côté des leurs à Marseille. Donc, mais c'est une vaste escroquerie, effectivement. Donc, ils collectent mal aujourd'hui. Donc, mais peut-être que dans 2 semaines, ils vont se mettre à collecter correctement. C'est pour cette raison que je vous dis, soyez vigilants, c'est votre argent. Ça serait assez logique et ça me plairait assez que ça soit un peu appliqué. Je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de collectivités qui disent la loi dit que ça doit être appliqué et qu'ils doivent nous donner l'argent à la fin de l'année. À la fin de l'année, s'il n'y a pas l'argent, il y aura le fusil. Alors, tout à fait. Non mais je veux dire par là que les plateformes numériques doivent le collecter. Si elles ne le font pas, moi personnellement, je vous encourage aujourd'hui à le facturer à vos clients parce que si c'est possible dans la mécanique de votre location, je ne sais pas, tout dépend comment est-ce que vous fonctionnez, mais c'est tout à fait normal et acceptable. Ça ne pose pas de difficultés morales ni techniques. La taxe séjour est collectée sur 90% du globe. Il n'y a pas de difficulté. Tout le monde, enfin, j'ai plus des gens qui disent quand ils arrivent dans un territoire, ah bon, il n'y a pas de taxe séjour ici ? Bizarre, parce que le moindre coin d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, qui je vous garantis n'ont pas tous les mêmes atouts que votre territoire, ont des taxes séjour et bien supérieures. Et du coup, ils ont des moyens pour faire la promotion beaucoup plus large. Oui. Un hébergeur comme Airbnb collecte la taxe de séjour, comment peut-on faire pour qu'ils appliquent les bons taux ? Non, en fait, vous n'arriverez rien. Enfin, bon, attendez. D'abord, je vous rappelle, madame, que vous êtes leur client, qu'ils vous prennent 20% de ce que vous gagnez. C'est sympa. Vous pourriez exiger de leur part qu'ils fassent correctement le travail dans le respect de la législation. Mais de façon pragmatique, s'ils n'ont pas appliqué de taxe séjour sur les séjours que vous commercialisez en ce moment, vous pouvez tout à fait demander à vos clients de vous le régler et vous, après, le reverser à la collectivité. Vous aussi substituez... non mais... Oui, tout à fait. Non mais, attendez, monsieur, répétons, je vous dis, c'est mon conseil en tant que contribuable. Je pense que tout argent, tout euro que vous n'aurez pas récupéré sera évaporé et vous le perdrez, vous. C'est ça que je veux dire. Alors, j'ai... Bon, ok. Allez. Voilà. Des gens qui arrivent sur BNB, en général, leur séjour, il a déjà été facturé sur BNB. On est d'accord. Quand ils arrivent chez nous, il est hors de question de leur demander quoi que ce soit. Même déjà, quand on demande une caution, c'est la croix et la bannière pour l'avoir. Oui, si, je peux vous dire comme ça fonctionne. Secondo, donc dans l'hypothèse où on les réclame leur taxe de séjour, ce sont des étrangers, ils vont nous payer en carte bancaire. On va encore se reprendre des frais sur notre carte bancaire pour la taxe. Si, madame, on va encore reprendre des frais sur la carte bancaire. Alors, je ne sais pas comment fonctionne Airbnb. Nous, on est sur Abritel Homeway. La taxe de séjour, on l'aperçoit. Et jusqu'à présent, il n'y a eu aucun problème. Nos clients nous l'ont payé directement. C'est-à-dire que sur ce qui est marqué à notre location, taxe de séjour payée à l'hébergeur le jour de l'arrivée. C'est tout, et ça n'a jamais posé de problème. De même que la caution, il est marqué en toutes lettres sur le contrat qui est... Eh bien, là aussi, pas de problème. Donc, je pense que la taxe séjour, on peut encore la demander. Voilà. Au budget, par rapport au budget. Il y a 866 000 comme vous voulez.
La seule chose qui peut poser problème, en tout cas de mon côté, c'est pas de récupérer la taxe de séjour ou de récupérer la caution. C'est d'aujourd'hui, on me la double, on me passe entre guillemets de 90 centimes, je passe à 1,80 €. Ça, c'est ça le problème qu'on me demande. Moi, c'est pour ça que je suis venue ce soir, pour savoir comment je fais là. Écoutez, si vous avez toute l'année déjà commercialisé, vous allez prendre ma place et vous allez leur expliquer à tous comment vous faites pour avoir un planning plein sur l'année entière. Parce que j'espère qu'il y a encore un tout petit peu de place. Alors, Oui. il se trouve que alors, je suis au courant des histoires de décalage, des gens qui se réservent. Moi, personnellement, cette semaine, je l'ai réservé il y a 15 jours, il y a 8 jours. Donc, voilà. Le seul problème, c'est que... De quoi ? Oui, tout à fait, mais n'importe comment. Vous savez, à Beau Soleil, à côté de Monaco, les gens réservent les appartements 3 ans à l'avance. Ils payent la taxe de séjour au moment où ils viennent, parce que c'est la taxe de séjour qui est exigible au moment du séjour. Alors, attendez, juste un détail. Alors, si on parle des contrats, c'est parfait. Vous parlez d'un contrat. Non, mais attendez, monsieur. C'est magnifique. Je suis enchanté de savoir que vous respectez la loi, je n'en doutais pas, et que vous produisez donc un contrat de location. Je dis juste que sur le contrat de location, vous ne pouvez que vous engager sur votre prestation. Vous n'engagez pas la collectivité locale. Et vous savez quoi ? S'il y a une taxe additionnelle régionale, comme ce qui s'est passé à Paris, qui est votée par les députés et qui s'appliquerait le 1er janvier à tout, vous auriez plus 15% qui s'appliquerait depuis le 1er janvier et ils l'ont péri le 31 décembre. Enfin, le 30 décembre pour être précis. On a eu 2 jours pour se retourner sur Paris. Donc, après, non mais soyons très clairs. Ce qui vous est demandé dans le cadre de la taxe séjour, c'est de la percevoir en bon père de famille. Je veux dire par là que, monsieur, si vous ne la collectez pas, Madame Magloire ne va pas venir vous chasser la nuit et vous... non, jamais. C'est pas ça. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il faut que vous soyez conscient que on vous demande de faire du mieux que vous puissiez. Si vous estimez que vous avez des limites, mais après, il y a un cadre légal, on est bien d'accord, mais sur ce genre de détails touffus, de mise en œuvre, je veux dire par là, on vous demande ce que vous ne collectez pas, vous le perdez tous. C'est juste ça. Et vous le paierez en CFE, en taxe d'habitation, en taxe foncière. C'est juste ça. Voilà, donc il est de votre intérêt individuel de le collecter le mieux possible. Eh bien, ils doivent payer Oui. Non, mais je répète, madame, vous ne pouvez pas, dans un contrat, imaginez que je signe un contrat avec quelqu'un ici sur un engagement que vous devez tenir. Vous allez me dire, monsieur Paeni, vous êtes gentil, mais vous m'avez demandé un truc il y a 3 ans, je vous ai fait un devis, vous me le demandez pour dans 2 ans, vous avez signé un contrat pour m'engager, moi, je ne me sens pas engagé. Vous ne pouvez pas prendre un contrat pour un tiers, qui est la collectivité locale. Dans un contrat, je ne sais pas si vous êtes assujetti à la TVA ou pas, la TVA s'applique au moment du contrat et de sa facturation. Voilà. Et la taxe séjour s'applique à la date du séjour, pas à la date de la réservation. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de contrats qui sont avec des arts et qu'il y avait plein de contrats où on disait que la taxe séjour se payait sur place, au plus tard, le jour du départ. C'est ça l'histoire. Après, effectivement, les pratiques ont évolué. Vous avez la chance de réussir à faire payer 100% de votre séjour 1 an à l'avance ? Non, 30%. 30%, la compte. Non, mais la compte. Mais donc, lors du solde, vous ajoutez la taxe séjour dont vous avez connaissance. Il n'y a aucun problème et ça se pratique dans le monde entier. Sauf que justement, sur les plateformes, allez sur les plateformes Abritel, Omnidays ou peut-être les autres, en tout cas ces 2-là, je les connais, vous verrez que quand on envoie un devis, le prix est marqué. On nous demande sur Abritel si on prend une taxe de séjour. Oui. On leur dit oui, combien. Donc moi, je leur ai toujours donné le tarif sur le moment. Mais c'est au moment du devis. C'est au moment de la réservation. Non, de votre moment. Non, écoutez-moi. À partir du moment où il y a un devis. C'est un devis. Non, il y a un devis qui est confirmé une semaine après ou le lendemain ou le jour même. Je répète. Et il y a le versement. Vous ne pouvez pas vous engager sur quelque chose qui ne dépend pas de vous. C'est du bon sens. Non, mais attendez, vous coupez la parole, c'est incroyable, on ne peut pas parler avec vous. Non, mais je vous le dis, c'est chiant. Honnêtement, là, je vous explique simplement.
vous demandez à des plateformes Internet comme Abritel, comme Omnidays, d'être honnêtes, de prendre de la taxe de séjour et tout, mais alors à quel moment ils le prennent? Dites-moi. À la compte, parce il va falloir leur dire à un moment donné combien c'est. Et moi, c'est vrai, j'ai des réservations, des fois 6 mois, 5 mois, 1 an avant. Et attendez, j'ai pas fini. Non, mais je vous le dis simplement. C'est marqué sur leur devis et c'est marqué sur les factures. Je pourrais vous les sortir, des factures qui datent de janvier l'année dernière pour janvier cette année ou février cette année. Et c'est marqué, vous serez redevable de la taxe de séjour à la propriétaire de 0,90. Alors, vous leur demandez de demander la taxe de séjour, mais comment on peut demander une taxe de séjour si on ne connaît pas un minimum le prix ? Ou le tarif, c'est gentil. La plupart des non, parce qu'il y a des vacanciers qui ne viendront pas chez moi si c'est 1,80 €. On va pas faire. Si c'est 1,80 € qui sont 6 personnes, eh bien c'est entre 0,90 centimes et on passe à 1,80 € en plafond. Oui, il y a des gens qui se poseront la question s'ils viennent chez moi. Et pourquoi c'est pas si bien que ça? On passe de 50 à 100 €. Non, et les gens ne vont pas se poser la question. Non, madame, je suis vraiment désolé, mais si on ne choisit pas sa destination en fonction de la taxe séjour. Je suis vraiment désolé. C'est entre l'expérience et ce que vous offrez. Si on veut, votre bien, c'est quoi? C'est un meublé 3 étoiles? Ah, mais madame, alors là, mais c'est magnifique. Vous avez fait le choix de ne pas vous classer. Non, vous avez fait le choix de ne pas vous classer. D'accord, donc vous allez être classé. Donc il n'y a pas de problème. Non mais, alors madame, on reprend. La loi connue depuis 1 an, depuis le 1er janvier 2018, dit qu'au 1er janvier 2019, si vous êtes non classé, vous serez au pourcentage. Je sais qu'il y a une pression énorme sur tous les territoires de France pour le classement, mais... Non, mais je suis d'accord, mais ok. Non, mais je comprends, mais je veux dire par là que le fait que ce soit un tarif au pourcentage, c'est lié au fait du prix de votre logement. Si votre logement était moins cher, votre taxe séjour serait moins cher, il n'y a pas de problème. On est à 1,80. On est sur du pourcentage de 5%. Donc, c'est bien le prix de votre location à la nuitée qui produit cette taxe. Donc, je veux dire, on est sur du proportionnel. Si après, vous êtes classé, vous aurez le prix du classement qui correspond, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas une situation stable. C'est parce que le pourcentage a clairement été pris par les députés pour dire vous avez le choix d'être classé ou pas. Si vous choisissez d'être classé, vous êtes au pourcentage, vous n'êtes pas dans le plan qualité et on vous applique un pourcentage, c'est tout. Et la question c'est est-ce que c'est injuste? La réponse est oui. Est-ce que c'est fait exprès? La réponse est oui. L'objectif du législateur est de pousser un maximum de logements à être classés, labellisés, normés. Oui, mais ça c'est un constat. Non, mais, madame, votre statut fiscal, c'est vous qui le choisissez, ça impacte peu vos clients. Ben là c'est pareil, votre statut fiscal, vous avez choisi d'avoir un établissement non classé, vous ne pouvez pas après le reprocher aux autres que sur l'ensemble des établissements non classés, il y a un pourcentage et que dans votre cas précis, dans votre cas précis, ça fait une augmentation. Je vous souhaite de trouver très rapidement un inspecteur. Mais il y a un inspecteur, monsieur. Ah. Voilà. Moi, je suis classée, ça fait 2 ans. C'est CMT qui fait le classement ici. Bah oui, c'est facile. Hein. Oui, mais le CMT aussi, on me dit qu'il fait le classement. Donc... Non, mais vous disiez il y a 2 minutes qu'il n'y avait rien en Martinique. Donc aujourd'hui, on vous dit que j'ai encore plein de slides avec plein de réponses. Vous ne me laissez pas un petit peu? Je vous la reprends après, promis. Je vous la rendrai la parole. Alors, voilà. Donc, le schéma, on en a parlé maintenant de la collecte. Maintenant, on va un petit peu parler, si vous permettez, du schéma de reversement. Parce que jusqu'à maintenant, sur l'ensemble des communes, vous reversiez quoi? C'était 1 fois par an que vous faisiez la déclaration et le reversement plus régulièrement? Tous les 3 mois, d'accord. Ok, bon. Alors, sur le territoire, ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a voulu créer un site web qui a toute l'information sur la taxe séjour. Ce que je vous raconte aujourd'hui se retrouve intégralement sur le site web. C'est indexé par Google. Personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant, en tant qu'hébergeur, qu'il y a une taxe séjour sur le territoire.
Vous pouvez vous y référer, renvoyer les gens dessus, renvoyer votre voisin dessus. Tout le monde peut voir l'information et tout est clairement écrit dessus. Et c'est sur ce site, avec les identifiants, vous avez dû tous recevoir des codes d'activation pour pouvoir vous connecter sur le portail. Eh bien écoutez, avec les coordonnées, on va pouvoir effectivement vous les renvoyer sur votre adresse email pour que vous puissiez vous connecter. Donc, ce qui vous est demandé pour gérer la taxe séjour, c'est de la percevoir. Alors, j'insiste un peu lourdement là-dessus, mais je sais que du fait de la faiblesse de certaines taxes de séjour dans certaines communes, un certain nombre d'hébergeurs l'intégrer au prix et la reverser sur leurs revenus. C'est absolument pas le principe. Il est hors de question que plus vous ayez d'adultes, moins vous gagnez d'argent. Le principe, c'est que vous fixez un prix de nuitée auquel vous ajoutez le montant de taxe de séjour. Vous gardez votre prix de nuitée pour vous et vous déclarez et reversez le montant de taxe de séjour que vous avez encaissé. Donc, vous devez impérativement le facturer. En plus, c'est la loi. Deuxième chose, vous devez avoir une trace de l'ensemble de vos encaissements de taxe de séjour. Alors, si vous êtes monté sous forme de société, vous avez une comptabilité, un facturier, et donc c'est ce facturier qui tient lieu de registre du logeur, puisque s'il y a besoin d'un audit ou d'un contrôle, on vous demandera juste copie de l'ensemble des factures de la période, et on vérifiera qu'il y a bien la taxe séjour qui est indiquée sur toutes les factures au bon montant. Si vous êtes en statut, sans statut en tant qu'individuel, et que vous ajoutez sur vos impôts sur le revenu le produit de votre location saisonnière ou pas, mais on va en parler, vous devez tenir un registre du logeur qui n'est que le journal d'encaissement de la taxe de séjour dans votre logement. Je parle bien d'un journal d'encaissement, je ne parle pas d'un journal de présence. C'est-à-dire que lorsque vous aurez des séjours qui ont été facturés par Abritel ou par Gîtes de France et que ces structures-là auront collecté la taxe séjour, vous n'avez pas nécessité d'enregistrer dans le registre du logeur puisque vous n'avez pas encaissé la taxe séjour à ce moment-là. Ensuite, ce qu'on va vous demander, c'est un point important parce que dans l'évolution de la taxe séjour sur le territoire, il y a le fait que jusqu'à maintenant, la taxe séjour dans vos communes, c'était un budget. Et c'est tout, c'était de l'argent. Aujourd'hui, avec le nouvel office de tourisme, il y a un deuxième besoin, c'est un besoin de data. On a besoin de connaître sur l'ensemble des communes exactement combien il y a de nuitées touristiques qui sont faites. Parce qu'il y a des investissements, il y a des décisions politiques, stratégiques sur le développement économique qui doivent être menées. Et pour ça, on a besoin de connaître la ventilation sur le territoire de l'ensemble des touristes. Parce que, certes, on en voit beaucoup dans la journée qui bougent dans tous les sens, mais concrètement, ils dorment où? Honnêtement, il y a des datas qui sont extrêmement parcellaires. Combien d'entre vous, aujourd'hui, participent à des études statistiques de fréquentation touristique? Voilà. Donc, grâce à la taxe séjour et vos déclarations, vous allez pouvoir remonter des datas de premier choix sans que ça vous coûte un seul centime. Je veux dire, les études de fréquentation touristique, c'est des trucs qui valent 100 000 balles facilement à l'année. Ça disparaît, il n'y en a pas. Juste par vos déclarations individuelles de les quelques nuitées que vous avez dans vos appartements, eh bien, ça va fournir de la data pour que l'équipe de l'Office de tourisme et les élus puissent prendre des décisions qui correspondent à la réalité de terrain. Donc, pour en arriver à cette information-là, ce qu'on va vous demander, c'est une maille mensuelle de déclaration. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est savoir chaque mois le nombre de nuitées qui ont été effectuées dans vos établissements. Et ensuite, pour le reversement, on vous le demandera effectivement 4 fois par an de reverser et vous aurez la possibilité de reverser par carte bleue et par prélèvement automatique sur le site. Donc, on aura quelque chose de très efficace. Prélèvement, c'est mieux parce que le virement, il faut le pointer. Donc, ça vous coûte de l'argent en termes de temps administratif. Le prélèvement, c'est mieux. Hein? Mais si vous faites un chèque, ça demande à l'encaisser, à l'envoyer à Créteil, c'est super intéressant. Hein? Non, mais là, avec le prélèvement automatique, ça vous laisse parfaitement les traces aussi, vous allez voir. Donc, quand vous vous connectez sur le site, quand vous connectez sur le site, vous avez donc l'ensemble de vos hébergements qui vous sont proposés et vous avez les déclarations que vous devez faire. Donc, pour les hébergements qui sont au tarif fixe, vous avez un formulaire extrêmement simple où vous indiquez le nombre de nuitées, le tarif est calculé automatiquement et le montant de taxe séjour à reverser
est immédiatement fait. Ça, c'est facile si vous avez un établissement au tarif fixe, donc un établissement classé, ou une chambre d'hôte. Si vous êtes un établissement professionnel, c'est-à-dire qu'il y avait une comptabilité et un facturier, comme je disais tout à l'heure, vous allez calculer votre tarif de taxe de séjour à chaque facture, puisque c'est un proportionnel du prix que vous vendez, et la plupart d'entre vous, vous changez de prix suivant les prestations que vous vendez. Donc, une fois que vous l'avez calculé, vous allez indiquer le nombre de nuitées et le montant global que vous avez collecté pour le mois. Et vous allez joindre tout simplement un export de votre logiciel de facturation qui doit normalement vous permettre d'avoir un export taxe de séjour. C'est une obligation légale aujourd'hui pour tous les logiciels de facturation hôteliers d'avoir un export correspondant à ça. Le format en est libre, ça peut être du CSV, de l'Excel, du PDF. Le tout, c'est d'avoir une pièce pour qu'on sache que tout a été bien calculé. Alors ensuite, on a la catégorie, sur les pièces obligatoires de la déclaration, en fait, c'est l'export. Donc c'est la date de perception, l'adresse de l'hébergement, le nombre de personnes séjournées, le nombre de nuitées, le prix de chaque nuitée et le montant de taxes perçues. Voilà, ça c'est les éléments de la loi sur qu'est-ce que doit contenir le justificatif qui doit accompagner la déclaration. Ensuite, nous avons le cas des établissements qui ont un tarif proportionnel non pro. Pour cela, en fait, il doit y avoir une déclaration qui est faite au séjour, en ajoutant chacun des séjours qui sont faits chez vous, en indiquant... vous allez le voir, on va le regarder ensemble, ça va être plus simple. Donc pour la déclaration au séjour, voilà, vous sélectionnez votre registre du logeur. Vous avez vos différents établissements, vous accédez à votre registre. Là, vous ajoutez un séjour. Le séjour, vous indiquez les dates du séjour. Ça calcule automatiquement le nombre de nuits. Vous indiquez le montant total de la durée du séjour hors taxe. Le nombre de personnes d'assujettis, le nombre d'enfants. Vous enregistrez et ça vous calcule automatiquement le montant de taxe de séjour. Et en fin de mois... Donc vous rentrez tous vos différents séjours et en fin de mois, si tout s'est bien passé par rapport à ce que vous aviez indiqué, vous pouvez soit ajuster, supprimer ou ajouter des séjours. Et une fois que votre déclaration est bonne, vous la validez et elle est enregistrée. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous avez la faculté de déclarer au service taxe de séjour les nuitées qui sont constatées chez les plateformes numériques. Et si vous pouvez les indiquer, ça permet d'améliorer l'Observatoire du tourisme. Et si vous avez collecté à un moment donné de l'argent sur ces séjours-là, vous pouvez l'indiquer à ce moment-là. C'est une saisie libre qui permet de voir, si, par exemple, si je ne sais pas si Abritel a pris 30 centimes alors que ça devait être 80 centimes et que vous avez récupéré 4 €, vous pouvez les indiquer à cet endroit-là. Voilà. Donc dès que vous avez fait la déclaration, vous recevez un accusé de déclaration. Et en fin de période, vous recevez donc un état récapitulatif qui reprend l'ensemble de vos déclarations et vous pouvez le renvoyer au service taxe de séjour ou bien le payer directement en ligne par carte bleue. Vous recevez immédiatement un ticket d'encaissement et c'est totalement enregistré et vous avez sur votre portail le reçu qui est émis, qui est conservé. Vous pouvez y accéder en permanence. Si vous ne louez pas toute l'année, vous avez la possibilité d'indiquer vos périodes de fermeture. Je parle de fermeture pour plus d'un mois. C'est-à-dire si par exemple vous fermez de novembre à avril, vous pouvez indiquer que votre hébergement est fermé de novembre à avril et dans ces cas-là, on ne vous demandera pas de déclaration pour tous ces mois-là. Il y aura une déclaration à zéro qui sera enregistrée. Alors, s'il n'y a personne en novembre, vous devez déclarer 0 parce que vous voyez que c'est une information importante pour l'Office de tourisme de savoir que vous étiez prêt à avoir des gens, mais que vous n'en avez pas eu. Non, mais c'est une information, ça. Mais vous indiquez 0. Absolument. Oui, l'absence de déclaration ne vaut pas déclaration. Sinon, ce serait un peu facile. Pardon ? Donc, on vous a fait des affichettes qui sont téléchargeables sur le site et qu'on vous a distribué lorsque vous êtes arrivé. Ces affichettes, en fait, elles sont en français et en anglais et elles sont destinées à vos clients plus qu'à vous.
les affichettes. Elles permettent justement, madame, que vous montriez à vos clients que ce n'est pas vous qui avez inventé le montant de taxe séjour, mais qui correspond bien à la législation qui s'applique à vous, qui s'applique, je dirais, malgré vous, parce que c'est la décision communautaire et elle s'applique de façon implacable. Voilà, donc vous avez en français et en anglais pour le tarif fixe et pour le tarif proportionnel, c'est indiqué. Ensuite, pour vous ou pour les gens qui font la facturation, si ce n'est pas vous, vous avez 2 petits guides qui sont faits qui expliquent la facturation de la taxe de séjour avec tous les éléments que j'ai présentés tout à l'heure. Donc je pense que c'est assez clair avec ça. Vous avez vos 2 guides qui sont bons. Donc, non, ça c'est bon. Alors, vous avez certainement reçu donc alors, qui n'a pas reçu le courrier postal? Ah, ok. Est-ce que vous avez laissé vos coordonnées et votre adresse mail? Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que ça manque beaucoup d'adresses mail dans la base de données. Donc, ce que l'on va faire, c'est que en fin de semaine, vous allez recevoir un email du service taxe séjour avec un lien qui vous permettra, quand vous cliquerez dessus, de directement faire votre activation, de changer votre mot de passe. Voilà. Et votre identifiant, ce sera l'adresse mail que vous avez indiquée. Pour les autres, si vous avez reçu le courrier, est-ce que vous avez réussi à vous activer? Bon, magnifique, je suis très content. S'il y en a qui ont reçu le courrier et qui ne se sont pas encore activés, sachez que les adresses mail que vous avez indiquées vont être intégrées dans la plateforme et qu'on va vous renvoyer effectivement l'invitation, mais vous pouvez vous activer quand vous voulez, il n'y a pas de problème, le plus tôt sera le mieux. Donc, si vous voulez, je vous montre quand même la petite vidéo sur comment faire pour vous activer avec le courrier postal. Donc, vous connectez sur le compte de télédéclaration, vous avez le code qui est là. On vous demande d'indiquer, donc vous allez sur le portail, vous cliquez sur « Je déclare mes nuitées ». À ce moment-là, vous cliquez sur le bouton « Activer mon compte ». Vous saisissez le code d'activation et vous rentrez votre adresse mail. Courriel en français. Vous recevez un mail avec le lien d'activation. Vous cliquez dessus. Et à ce moment-là, vous pouvez saisir le mot de passe. Alors, on s'excuse, on a respecté les préconisations de la CNIL au niveau de la sécurité. Donc, le mot de passe doit être un tout petit peu complexe. Ça m'insupporte autant que vous, mais ça permet effectivement... Et on ne vous demandera pas de le changer toutes les semaines. Je m'y engage déjà. Non, je vous en prie, je ne supporte pas ça non plus. Voilà, donc, si par hasard, vous n'avez pas réussi à activer votre compte... Eh bien, on vous demande si vous êtes un particulier ou un professionnel. En fait, ce qui peut arriver, c'est que parfois, dans la base de données que nous avons, le code d'activation, ça correspond peut-être à l'ancien propriétaire de votre appartement ou des choses bizarres, si c'est un appartement dont vous avez hérité. Donc, du coup, on vous demande des informations de façon à ce qu'on puisse vous recontacter et faire la liaison et améliorer, puisque les bases de données ont été obtenues depuis les mairies et puis de diverses sources, et que parfois, elles étaient... peu poussiéreuse, on va dire. Hein, c'est ça, poussiéreuse. Donc, il est possible qu'il y ait des erreurs. Je vous invite d'ailleurs, quand vous vous connectez sur le portail, à vérifier toutes les informations personnelles qui vous concernent et les informations qui concernent votre hébergement. Ici, vous avez des tas de choses que vous pouvez modifier vous-même. Et si vous ne pouvez pas les modifier, il y a un menu qui vous permet de contacter le service pour qu'il puisse faire les modifications. Alors, le calendrier, donc le portail d'information est déjà ouvert, ça on en parle depuis longtemps. Les identifiants vous ont été expédiés en février. On vous demande de déclarer les nuitées de janvier, février et mars avant le 15 avril. Et après, le reversement aura lieu lors du reversement du mois de mai. Non, je dis une bêtise. Non, oui, aura lieu en mai avec le reversement, avec la déclaration du mois d'avril. Voilà, puisque c'est les taxes collectées entre le 1er janvier et le 30 avril qui seront collectées avant le 31 mai, avant le 31 août pour les taxes collectées de mai à juillet, avant novembre pour celles collectées d'août à octobre, et avant le 31 janvier pour les taxes collectées en novembre et en décembre. Ah, s'il n'y en a qu'un, madame, c'est que c'est merveilleux. Non, mais encore un problème. Moi, je suis étoilée et ils n'ont pas pris en considération
mes étoiles, donc pour eux, je suis C'est- encore mais sur les 5%. Mais c'est pas grave du tout. Donc je ne fais pas de déclaration tant qu'ils Absolument. prendront pas en N'en considération. faites surtout pas, sinon il faudrait les effacer, ça perd du temps. Donc effectivement, vous envoyez votre arrêté de classement par mail C'est fait. directement, et donc du coup, ça va être modifié et intégré, il n'y a aucun problème. Alors ils ont beaucoup de retard. Moi, juste une petite question. Ben, je suis venu les former cette semaine, donc c'est peut-être un peu normal qu'elles aient préféré le garder sous le coude plutôt que de le faire de travers. Non, là-dessus, je pense qu'effectivement... Moi, juste une petite question. Je n'ai absolument rien reçu. Je n'ai pas reçu de mail, rien me disant. Vous avez laissé vos coordonnées? Oui, là, oui. Eh ben, écoutez, mais donc du ça, coup... j'ai bien entendu. Mais alors, j'ai juste une petite... quand j'ai su l'information, tout le mois de janvier, j'étais à 0,44 centimes. Donc, j'ai collecté. Et là, maintenant, je suis à 0,60. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais C'est moi rien, qui madame. paye? Mais non, madame. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Mais On non, mais vous je sais pas demande de faire du mieux possible. Oui. Vous aviez connaissance de 44 centimes. D'accord. On ne va pas chercher à savoir qui est la faute. Est-ce que c'est l'émetteur? Est-ce que c'est le récepteur? Peu importe. Le fait est que vous avez facturé 44 centimes, donc vous allez reverser 44 centimes en jurant que plus jamais vous le ferez. Et puis c'est tout. Ok, d'accord. Monsieur le Président, êtes-vous d'accord avec ces propos? Voilà, donc vous avez collecté, vous n'avez pas à compléter, mais il ne s'agit pas de faire du coulage. C'est juste effectivement pour le mois de janvier, si vous n'aviez pas eu les informations nécessaires auparavant. Oui, madame. Vous avez pas expliqué pour les personnes qui savent utiliser Internet et pour les autres personnes, il y en a hein, qui ne pourront pas aller faire toutes les manipulations. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, comment faire pour répertorier toutes les personnes qui louent, parce qu'il y en a qui louent, et pour vraiment arriver aux 75% qui composent 75% de taxes de séjour, qui composent le budget de l'OTI. Parce que est-ce qu'on pourra répertorier toutes ces personnes? Comment que ça soit efficace? Je vous remercie, madame, pour cette excellente question. Donc, alors, la première chose, c'est qu'effectivement, pour les hébergeurs qui ne manipulent pas Internet, il y a des formulaires papier qui existent, mais ils nécessitent que ce soit les agents territoriaux qui fassent la saisie, donc ça a un coût pour vous. Bon, d'un autre côté, les hébergeurs qui ne maîtrisent pas bien Internet, ils ont du mal aujourd'hui quand même à avoir beaucoup de fréquentation. Non, mais c'est possible, il n'y a pas de problème. J'ai la réponse. L'espace sud s'est doté de moyens. Il y a le bus plus qui passe dans toutes les communes, dans tous les quartiers. Et il y a une MSAT, Maison de service au public à Ducos. Il y en aura une bientôt aux Ansdal. Alors, on peut se déplacer et venir. Il y a des agents qui seront là pour aider à Internet notamment. Hein. Voilà, ça ne pose aucun problème. Merci pour la précision que je pouvais donner. J'avais une deuxième partie à la question. Vous voulez pas que je la fasse? Parce que moi, je pense que la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire? C'est intéressant. Donc, effectivement, sur le portail, il y aura dans les prochaines semaines, suivant les décisions des communes, la possibilité de faire les déclarations de meublés de tourisme. Et dans les mois qui viennent, pour les communes qui auront décidé de le mettre en place, il y aura la possibilité de mettre en place le numéro d'enregistrement, vous savez, le numéro à 13 chiffres que les plateformes vont demander sur les communes qui l'exigent. Aujourd'hui, il y a 180 communes en métropole qui l'ont mis en place. Airbnb le respecte que dans 18. Vous voyez qu'il n'y a pas que dans la taxe séjour qu'ils ont beaucoup de retard, mais c'est pas grave parce que vu le montant des amendes, je vous garantis qu'ils vont aller très très vite à aller se remettre dans le droit chemin là-dessus. Et donc le système, c'est effectivement que juste on propose aux gens qui souhaitent faire de la location saisonnière, que ce soit sur leur résidence principale, leur résidence secondaire ou un meublé de tourisme, de faire en ligne sur le portail de la taxe séjour et sur les portails de services des communes ou de l'agglomération, de se connecter et de faire directement, de créer leur compte, de déclarer leur meublé de tourisme et à la fin d'obtenir le numéro à 13 chiffres que toutes les plateformes numériques auront obligation de demander pour pouvoir publier l'annonce. Ce dispositif permet que ce soit les plateformes numériques qui font elles-mêmes la régulation parce qu'elles ont des amendes qui peuvent monter à 12 500 € par meublé qui n'aurait pas le numéro et donc elles n'ont aucune envie de le payer.
Voilà, donc c'est le dispositif légal qui est en train de se mettre en place sur tous les territoires touristiques pour dire que non, l'agglomération ne doit pas investir dans des agents qui passent leur temps à taper aux portes pour savoir qui fait de l'hébergement touristique. Clairement, l'agglomération espère qu'il y a un maximum de gens qui font de la location touristique et ils espèrent qu'il y ait un maximum de gens qui soient pleins. C'est clairement du développement économique de premier niveau sur la Martinique, donc il n'y a pas de difficulté, il faut que ça fonctionne, mais il faut que ça fonctionne de façon équitable, avec des règles du jeu qui soient identiques pour tout le monde. Mesdames, je vous ai passé la parole, mais vous n'êtes pas présentées. Je vous propose peut-être un tout petit peu, avant qu'on en arrive au bout, de vous présenter, Mme Magloire. Alors, donc, je suis Marie-Claire Magloire, directrice de la fiscalité à l'Espace Sud, chargée de la mise en œuvre de la taxe de séjour. Il y avait une direction stratégique qui a réfléchi sur le plan d'action, l'Office du tourisme qui met en œuvre également le plan d'action. Et notre direction est chargée donc, justement d'animer un petit peu la plateforme. C'est nous qui vous répondons donc, à vos questions quand vous avez au téléphone. Et éventuellement, vous pouvez vous rapprocher de nous en laissant votre mail si vous n'êtes pas référencé, pour qu'on puisse vous aider soit à faire la déclaration, à activer votre compte. Donc nous sommes à votre disposition pour le retour qu'on a par rapport aux personnes qui nous ont contactés. C'est qu'au départ, elles étaient un peu craintives par rapport à la plateforme, mais elles sont satisfaites parce que maintenant, ça permet de simplifier un petit peu la procédure de déclaration. Voilà. Donc nous nous tenons à votre disposition pour ça. Je vous passe ma collaboratrice. Bonsoir, je suis Madame Augustin, je suis chef de service à la direction de la fiscalité avec Madame Magloire. Donc je travaille en partie également à la collecte de la taxe de séjour et réponds également à vos demandes d'information. Voilà. Et je me présente. Oui, je suis Rémi Ardoroc, le directeur des systèmes d'information. Donc j'ai travaillé à la mise en œuvre du portail qui vous est présenté ici, le site qui vous permettra de vous déclarer et d'effectuer les paiements, notamment de façon dématérialisée avec le prélèvement automatique ou la possibilité de payer par carte. L'idée aussi ici, les élus, les présidents des 3 EPCI, Cap Nord, CACEM et Espace Sud, ont décidé de travailler sur une interface homogène. Un hébergeur qui aurait un bien sur le territoire de l'Espace Sud, mais aussi sur le territoire de la CACEM et de Cap Nord, il se retrouvera avec la même ergonomie. Il n'aura pas à réfléchir à apprendre un nouveau portail pour les déclarer ses biens sur les autres territoires. L'idée, c'est d'avoir le même portail, la même ergonomie, même si les tarifs sont différents en fonction des territoires, puisque ça a été décidé par les élus, mais en tout cas, au niveau de l'hébergeur, c'est un code unique, peu importe le territoire, et il pourra faire ses déclarations sur les différents territoires. Oui. En fait, j'ai une question juste par rapport au bureau d'information touristique, M. Pancrate. Je voulais savoir si vous accompagnez les hébergeurs puisque vous avez dit que c'était justement pour la promotion, l'accueil, pour, par exemple, un hébergeur qui veut se faire classer. Est-ce que vous nous accompagnez dans ce sens? Bien sûr, tout à fait. L'objectif, justement, c'est exactement. De rayonner davantage sur le territoire. Exactement, tout à fait. Donc, pendant la présentation, il y a eu quelques hébergeurs qui m'ont d'ailleurs sollicité par rapport à ça. C'est notre mission, hein, donc nous sommes là pour coordonner vos activités. Si on peut vous accompagner, vous mettre on va dire en relation avec l'organisme, puisque nous ne faisons pas directement du classement, mais nous pouvons vous rediriger vers l'organisme en question, tout à fait. Donc je vous invite à prendre mes coordonnées, et puis n'hésitez surtout pas, d'accord ? Très bien, merci beaucoup. Et juste également préciser que la diapo qui vous a été présentée est disponible sur les informations que vous avez ici sont disponibles sur le site. Donc également, c'est une raison de plus pour pouvoir y aller et prendre connaissance de toutes ces informations. D'accord ? Merci. Madame. Je voulais simplement poser une question, peut-être que j'ai mal compris, mais lorsqu'on fait de l'hébergement Airbnb à 99%, est-ce qu'on doit se déclarer tous les mois alors que théoriquement, comment ça se passe ? Alors, vous faites du 99% Airbnb, mais nous savons tous, pour le faire régulièrement, que moi, quand je reviens quelque part, j'appelle directement le propriétaire. Je ne passe pas par Airbnb la deuxième fois parce que je les aime bien, mais payer 20 points de commission juste pour leur tête, ça ne me plaît pas.
Cela ne m'est pas arrivé pour l'instant. Donc voilà, donc c'est assez courant. Et je veux dire, soyons très clairs, l'objectif c'est de ne pas payer la commission Airbnb, c'est de payer le tarif normal et de payer la taxe séjour. Il n'y a pas de difficulté, mais c'est quelque chose qui arrive. Moi, tous les amis qui font de la location font effectivement les deux, sont multisites et font également ont un panier de gens qui reviennent chez eux ou qui viennent par amitié, donc du coup qui commercialisent aussi. Donc ma question, pour l'instant, elle est oui. sur la déclaration. Oui, sur la déclaration pour l'instant. Est-ce qu'on doit la faire bien qu'il ne doit pas. Alors, à partir du moment où ils la collecteront, effectivement, vous n'aurez à déclarer que le delta. Éventuellement, il y aura une possibilité dans quelques mois, on verra une fois que c'est stabilisé, pour que vous puissiez indiquer sur l'honneur que vous ne faites aucune location directe. Et qui permettra de ne pas avoir à faire une déclaration mensuelle. Je vais en avoir, mais pour l'instant, je n'en ai pas eu, je n'ai que du Airbnb. En fait, donc, est-ce que je dois déclarer tous les mois? Alors, normalement, oui. Normalement, oui. Aujourd'hui, je vous dis oui. Mais je vous explique le schéma. C'est que, par exemple, les gens qui travaillent avec Gîtes de France, il y a deux façons de travailler avec Gîtes de France. Il y a en agenda exclusif, c'est-à-dire qu'il n'y a que Gîtes de France qui fait l'allotement dans l'hébergement. Donc, la personne dit non, moi, je ne collecte pas. Et donc, c'est Gîtes de France qui va faire la déclaration et on ne va pas faire la déclaration à l'hébergeur. Et puis, il y a des gens qui sont chez Gîtes de France, mais qui commercialisent également de leur côté. Le truc, c'est que Gîtes de France nous parle et Gîtes de France va nous dire, lui, il est exclusif, c'est moi qui l'assure, vous n'avez pas besoin de l'embêter. Lui, il n'est pas exclusif, il partage, donc il doit vous déclarer ses nuitées à lui. Moi, je déclare celles que je vends moi. Le problème, c'est que Airbnb aujourd'hui ne parle pas aux collectivités locales et surtout n'a aucune exclusivité avec vous. Donc, je veux dire par là que le fait que vous me dites aujourd'hui que votre constat sur votre exploitation, c'est d'être à 100% sur Airbnb, vous ne pouvez et vous ne devez en aucun cas me le garantir pour l'année qui vient. Bien sûr. Donc, le truc, c'est qu'effectivement, on vous demandera de faire une déclaration à zéro tous les quadrimestres et c'est tout. Voilà, je fais une déclaration à zéro. Oui, vous faites une déclaration. Non, non. Mais si vous collectez du Airbnb parce qu'Airbnb ne le collecte pas, vous pouvez le faire, vous le déclarez. Si vous ne le collectez pas, vous déclarez le nombre de nuitées parce que c'est quand même intéressant de savoir votre activité et vous indiquez zéro dans la partie montant. Ah d'accord, j'indique zéro dans la partie. Voilà, mais vous pouvez toujours déclarer les nuitées, le volume. C'est intéressant quand même de savoir le volume de personnes que ça fait. D'accord. On peut modifier le montant sur la plateforme. Ben non. Enfin, alors, soit le montant il est fixe, il est lié à votre classement. Alors, si vous n'êtes pas classé, alors juste pour information, je ne sais pas si la slide je l'ai enlevée ou si je suis passé un peu vite tout à l'heure. Je vous rappelle que cette année, Airbnb, Abritel et les autres vont faire des déclarations de revenus aux impôts. Que toutes les sommes. Voilà, donc que toutes les sommes qui sont encaissées par les plateformes numériques, et entendons-nous bien, ça correspond à la location saisonnière, mais ça correspond également à la location de tondeuses à gazon ou de voitures sur Wicar. C'est tout pareil. Tout ce qui passe par Internet est fiscalisé normalement. Donc, dans les déclarations de revenus, ça va venir. Donc, c'est vrai que l'incitation au classement cette année, elle est double. Et c'est pour cette raison que de partout, il y a de gros délais. C'est que l'objectif, c'est pour vous d'obtenir un abattement de 71% si vous êtes classé et que vous le déclarez sur vos revenus. C'est quand même pas inintéressant d'avoir 71% à la place de 50% d'abattement. Et le deuxième, c'est d'avoir un tarif fixe qui, honnêtement, au quotidien, est beaucoup plus simple à gérer. Je suis tout à fait d'accord, même si personne ne l'a dit, que c'est une véritable usine à gaz, cette histoire de pourcentage. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je n'ai pas voté la loi, je la défends juste en tant que personne qui respecte la loi, même quand il la déteste. Mais voilà, c'est... Oui, parce que je l'assume absolument pas, je ne suis toujours pas député et je n'ai pas prévu de me présenter. Oui. Je ne sais pas où est le deuxième micro, par contre. Ah, c'est le monsieur qui l'a. Vous avez bien expliqué, j'ai compris plus de choses forcément avant d'être là. Mais vous parlez des prélèvements automatiques, vous parlez oui. Pour le règlement par Internet. Par carte bleue, oui. Moi, je suis un peu à l'ancienne et depuis le début janvier, j'ai demandé à mes vacanciers de me faire en chèque à l'ordre du Trésor public. C'est ce que je fais depuis 5-6 ans, en fait. Okay. Et je les remettais à la mairie avant. Mais je n'avais pas vu que vous étiez si vieille que ça. Ben oui, parce que c'est ça. Quand vous allez à Mammouth, vous payez la TVA à part ou vous la payez en même temps Alors, je vous explique, c'est un choix de ma part. Mais voilà, c'est un choix qui est illégal. Pourquoi ? Mais parce que vous n'avez pas le droit, madame. Vous ne pouvez pas détenir un chèque à l'ordre du Trésor public, c'est illégal. Alors, moi, la mairie du Diamant m'a toujours dit que... Je sais que... Alors, attendez.
On va reprendre. Alors, la mairie du Diamant faisait ce qu'elle voulait. Ok. Il se trouve que la trésorerie dont dépend l'agglomération applique strictement la loi et dit que la taxe de séjour doit être collectée par l'hébergeur qui en est seul responsable. C'est-à-dire que vous devez l'encaisser, le mettre sur votre compte en banque et sortir un versement unique. Alors, en tant que contribuable, madame, je vous signale que tout chèque de moins de 8 € que vous donnez à l'administration vous coûte des impôts à vous pour être encaissé. C'est-à-dire que mieux vaudrait qu'il brûle ce chèque plutôt qu'il encaisse, ça vous coûterait moins cher. Pourquoi ? Parce que le coût de traitement d'un chèque par une administration est supérieur à 8 €. D'accord. Donc, en fait, J'étais pas au courant. Voilà, mais avoir un chèque à l'ordre du Trésor public, c'est pas possible. Quand je fais un chèque à l'ordre du Trésor public, je dois le déposer dans la boîte du Trésor public. Vous n'avez pas le droit de le détenir. Vous voyez bien que dans ces cas-là, vous avez un chèque, au bout de 4 mois, vous le donnez, il est sans provision. C'est vous qui en êtes responsable, c'est vous qui l'avez touché. Oui, j'ai jamais eu ce problème-là. Non, mais on est bien d'accord. Mais je veux dire par là, j'ai même vu des cas où des gens qui faisaient comme ça, et quand le chèque arrivait, il avait plus d'1 an. Ah ben c'est dommage, un chèque de plus d'1 an, on ne peut pas l'encaisser. Donc non, de même que quand vous allez au supermarché, vous payez la TVA à l'entrepreneur qui va après la reverser. En tant qu'exploitante d'un hébergement touristique, vous devez encaisser la taxe séjour et la reverser. Alors là, bien entendu que les premiers chèques que vous avez récupérés vont être acceptés par la collectivité, mais à titre réellement exceptionnel. Je vous promets que j'ai déjà vu des trésoriers dire « mais moi, j'en veux pas ». La raison est simple. La personne qui est redevable de la taxe séjour, c'est l'hébergeur auprès de la collectivité. Celui qui doit le payer, c'est le touriste à l'hébergeur, et l'hébergeur doit la verser. C'est-à-dire c'est vous, le seul tiers connu de la collectivité, c'est vous. On n'a pas à connaître le nom de vos clients, et on ne veut pas les connaître. C'est ça. Y a-t-il d'autres questions ou est-ce qu'on est bon? Est-ce que la plateforme actuelle permet de déclarer sous une forme unique, si vous voulez, quand on a plusieurs hébergements qui vont être classés différemment? Alors, oui, mais c'est sous une forme unique, mais vous devez faire une déclaration par hébergement, puisqu'ils ont par nature tous un tarif différent. Donc oui, dans votre interface, vous avez tous vos meublés et vous les sélectionnez et il n'y a pas de difficulté, absolument. Ah oui, avec un seul compte, vous en avez autant que vous voulez. Et comme le disait M. Ardoroc, également, si vous les avez sur différentes communes, qu'elles soient du nord, du sud ou du centre, vous pouvez, depuis un seul compte de connexion, accéder aux 3 plateformes. Puisque après, vous basculez d'une plateforme à l'autre, mais... Voilà. Et il y a même la possibilité, si vous voulez savoir, que si vous avez plusieurs SCI, d'avoir un seul compte et différents tiers. On a même prévu ça. Madame, oui. Non, pour les gestionnaires de villas, pour les gestionnaires de... Moi, je suis agence, moi, je gère dans plusieurs... Voilà. J'en ai pas parlé. Alors, pour ceux qui sont agences immobilières, effectivement, on considère que vous êtes professionnel. On considère que vous avez un logiciel de gestion. Un professionnel, il a une obligation de comptabilité et de facturation. Donc vos factures, normalement, elles ne peuvent pas être faites à la main. Donc vous avez un logiciel de facturation. Ce logiciel de facturation doit être aujourd'hui normé. Vous savez, exactement comme les restaurateurs qui avaient obligation de sortir des caisses avec des tickets définitifs, vous avez obligation d'avoir un logiciel qui engage son éditeur. Et ce logiciel doit vous permettre de facturer la taxe séjour et doit vous permettre de sortir le fameux bordereau dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je comprends, je sais. Oui, c'est un bordel monstre, non, mais je suis d'accord. Oui, mais il y a un moment où il faut qu'on sache que vous avez encaissé ce que vous avez décaissé pour votre comptabilité. Donc la taxe séjour, c'est soit la taxe séjour, elle a été encaissée par l'intermédiaire et c'est lui qui va la reverser, soit c'est vous. Parce que vous êtes... Non, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit, c'est que la loi ne les oblige pas. Donc, effectivement, la loi oblige la collecte pour l'intermédiation pour les particuliers et elle est possible pour les professionnels. Booking a choisi de la collecter pour les pros. Airbnb, manifestement, aurait choisi de ne pas considérer que pour les pros. Mais la particularité de Booking, c'est que de Airbnb, c'est qu'ils considèrent que les meublés classés sont forcément des professionnels. Il faudra un jour leur expliquer que le terme professionnel s'applique aux gens qui ont un SIRET
et pas le fait que les gens ont fait classer leur meublé de tourisme, puisque la plupart des gens qui vont classer leur meublé de tourisme, justement, sont des particuliers, puisque les SCI ne bénéficient pas des avantages fiscaux, puisque les SCI ne font pas de déclaration de revenus, ça se saurait. Voilà, donc oui, il y a un moyen, c'est la déclaration globale que je vous ai montrée, et là c'est pareil, pour les villas que vous gérez, il faut que vous indiquiez les villas qui sont en exclusivité, pour qu'on n'embête pas les propriétaires avec des déclarations. Et si par contre vous avez des villas avec agenda partagé, les signaler de façon à ce que le propriétaire, on lui demande de déclarer l'autre partie qui commercialise tout seul. Voilà, mais là il y a un petit travail de calage à faire. Ah ben oui, il faut quand même, madame, que votre travail que vous faites à sa place soit valorisé. Et je pense que lui gérer sa taxe de séjour est un travail aujourd'hui. Voilà. Donc non, je pense que parce qu'il y a beaucoup d'agences où effectivement les particuliers confient les périodes creuses et gardent les périodes fastes pour eux. Et bon, je pense que c'est important aujourd'hui qu'ils voient que la fiscalisation est la même. Monsieur. Oui, alors est-ce que j'aimerais savoir si toutes les communes du Sud sont concernées par le dispositif. La réponse est oui, excepté la commune du Marin, qui pour l'instant a un autre dispositif, enfin, a un dispositif papier pour l'instant n'est pas intégré. Mais ça pourrait changer dans les prochaines semaines. Et c'est toutes les communes du Sud qui ont ce dispositif, enfin, même toutes les communes, excepté le Marin, pour être très précis, sur toute la Martinique. Je ne sais pas où est parti le micro. Ah, il est là. Monsieur, vous le prenez? Je vous en prie. Quand on a un hébergement qui se passe sur un mois et demi ou 2 mois, est-ce qu'il faut nous-mêmes faire le prorata, c'est-à-dire tant de nuits en janvier, ou alors on l'annonce et votre logiciel le fait tout seul? Vous êtes classé ou non classé? Classé. Alors oui, sinon c'est le logiciel, vous n'êtes pas au séjour. Vous nous déclarez le bilan de votre mois directement, vous. Donc c'est vous qui faites la répartition. Puisqu'on le fait quand même au mois. Oui. On doit faire la déclaration. Vous déclarez le total du mois. Donc c'est pas le logiciel qui fait la répartition, ça serait... Mais normalement, enfin nous on est allé sur le logiciel. Le registre du logeur, c'est seulement si vous êtes non classé. Donc si vous avez un registre du logeur, il faut qu'on regarde parce que c'est qu'il y a un problème de paramétrage de votre hébergement. D'accord, alors c'est... D'accord, j'ai compris. Voilà. Regardez bien effectivement les classements. Soyons très clair, les arrêtés de classement n'ont pas forcément été très bien transmis par les communes au service de l'agglomération. Donc personne ne vous veut du mal à l'agglomération en n'ayant pas tenu compte de vos arrêtés de classement, c'est juste qu'ils n'ont pas eu. Donc transmettez-les-leur de façon à ce qu'ils puissent paramétrer correctement et tout ira bien et on revient en arrière bien entendu, donc pas de souci. C'était madame qui voulait la parole. Au début de votre intervention, vous avez dit que seules les personnes qui ne résidaient pas sur la commune payaient une taxe de séjour. Oui. Imaginons que quelqu'un habite Sainte-Luce et a envie de se faire un petit week-end à Sainte-Luce, mais pas chez lui parce qu'il est en appartement dans une cité et qu'il veut aller se louer une petite location, il ne relève pas de taxe de séjour. Absolument. Alors l'exemple que j'utilise d'habitude est plus simple, c'est imaginer que vous repeignez votre cuisine, que vous rentrez chez vous et que c'est insupportable, vous prenez votre famille sous le bras, vous allez louer chez le voisin qui a un gîte, vous n'avez pas de taxe de séjour à payer, absolument. Vous n'êtes pas exonéré, vous n'êtes pas assujetti. Parce que vous payez déjà la taxe d'habitation ou vous êtes assujetti à la taxe d'habitation lorsqu'elle ne sera plus à payer. Eh bien, figurez-vous que pendant longtemps je l'ai cru, mais la DGE, la Direction Générale des Entreprises, qui s'occupe de ça, et la DGCL, semble dire que c'est que au niveau communal. Et voilà, je ne peux pas vous dire plus. Moi, personnellement, j'étais plutôt sous le schéma communautaire, mais ils ont deux interprétations contradictoires, et manifestement, c'est plutôt la communale, mais je ne sais pas quelle est la jurisprudence qui fait que l'interprétation la bonne, c'est effectivement, c'est Sainte-Luce, Sainte-Luce, et le diamant, le diamant. Alors, le propriétaire qui vient passer dans sa maison, c'est intéressant. Alors la question, c'est tout dépend, est-ce que c'est vraiment le propriétaire? Si c'est le propriétaire, il paye la taxe d'habitation. Ah si. Ah parce que si c'est le propriétaire, ça veut dire que c'est une résidence secondaire, madame. Non, un propriétaire d'un appartement,
soit c'est un meublé de tourisme, et auquel cas, quand il vient dans son meublé de tourisme, il doit payer lui-même la taxe séjour. Non, tout dépend du statut. Résidence secondaire ou meublé de tourisme. Dans un meublé de tourisme, je n'ai pas le droit d'y habiter moi-même. Fiscalement, je n'ai pas le droit d'habiter moi-même. Alors, je ne dis pas que ça ne se fasse pas. Je dis juste que légalement, vous n'avez pas le droit. Ah, c'est pour ça qu'il est fait la avec sa famille. Ok, j'avais pas compris. Non. Donc, quand c'est une résidence secondaire, bien entendu que vous n'avez pas de taxe séjour à payer puisque vous payez la taxe d'habitation. Il est à zéro. Mais le contournement était différent, c'est que le propriétaire ne doit pas dormir, sauf pour changer la tapisserie, pas toutes les années, dans un village. Parce que sinon, il n'aura pas de problème avec la taxe séjour, hein. Il aura de problème avec les... Je veux juste dire par là qu'il n'y aura pas de problème avec la taxe séjour, il y aura juste des problèmes avec les inspecteurs des impôts un jour. Il lui dira vous êtes gentil fiscalement d'avoir passé ça en meublé de tourisme, mais c'est pas le cas. C'est juste ça son problème. Madame. Alors, on parle souvent des sites Airbnb, Abritel, Le Bourgoin, mais il y a des gens qui créent eux-mêmes leur site. Il paraît, oui. Il paraît. Et comment on fait pour... Alors, les gens qui créent un site, tout dépend si c'est le site. Madame est une agence, si elle a un site, elle est intermédiaire. Madame a, si j'ai bien compris, un hébergement. Si elle crée un site, elle ne fait que la promotion de son site. De son hébergement, pardon. Donc, elle est hébergeur. Se commercialiser par Internet, ce n'est pas forcément être intermédiaire de paiement. Intermédiaire de paiement, c'est lorsque vous ne possédez pas le bien, vous n'avez pas de contrat particulier, juste que vous faites l'intermédiation entre le client et l'hébergement. Donc, dans ce cas-là, la taxe séjour pourrait être collectée par la plateforme. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 300 plateformes qui interviennent en France métropolitaine. J'en ai découvert encore 10 depuis ce matin avec vous. Donc, effectivement, ça va être coton l'année prochaine pour essayer de gérer tout ça. C'est pas simple. Et c'est pour cette raison qu'effectivement, il est tout à fait possible qu'on vous demande dans l'année un petit questionnaire sur quels sont les sites que vous utilisez pour que l'on puisse vérifier qu'ils n'oublient pas de reverser à la collectivité les taxes qu'ils auront encaissées. Au cas où, ça n'arriverait pas, bien entendu, mais bon, mieux vaut savoir. Oui, madame, il y a une taxe de séjour chambre d'hôte et elle est indiquée dans la fichette que vous avez. C'est sur l'autre chambre d'hôte, le tarif, c'est 0,60 par nuit et par personne. Voilà. Monsieur le Président, dernier mot. Toute dernière question? Alors la toute dernière. Quand on est sur plusieurs sites, on a toujours le même numéro de déclarant? Oui. Oui. Le numéro d'adresse chiffre, oui, c'est un. Oui. Il est lié à votre hébergement. Par contre, si vous avez plusieurs hébergements, vous avez un numéro par hébergement. Et même dans les histoires, puisqu'on parle des choses compliquées, si vous avez par exemple un immeuble avec 5 appartements, vous allez avoir 5 numéros, même si en fait, souvent quand vous commercialisez avec une seule annonce pour le pool. Mais vous disposerez de 5 numéros et là-dessus. Absolument. C'est le numéro d'enregistrement qui sera donné par la plateforme lorsque le dispositif aura été fait par les communes pour le numéro d'enregistrement, absolument. Mais c'est pas encore actif, on est en train de préparer ça pour les prochains mois. Pour l'instant, il n'y a pas de numéro, mais c'est... Voilà. Il y a toujours que les CERFA qui fonctionnent. Ah mais aujourd'hui, vous leur indiquez qu'à votre connaissance, il n'y a pas sur votre commune de numéro d'enregistrement. Vous cochez la croix, c'est bien. Pardon? Je voulais juste ajouter que si tout le monde déclare, tout le monde se déclare de manière honnête, ce serait une vraie manne pour le budget de l'espace sud. Donc il faut qu'on lutte pour cela. Le budget de...
pas le budget de l'espace sud, de l'OTI, parce que effectivement, nous avons mis en place l'OTI, mais le budget, vous avez vu, on a bien décomposé le budget, il y a les 211 000 € sont versés par la communauté de l'agglomération de l'espace sud. C'est ça. Et il faut payer les salariés, il faut mener des actions sur la commune, sur le territoire du sud. Alors, ce qu'on vous demande, vous avez bien compris que l'argent ne sort pas de votre poche. C'est celui qui est de passage qui paie. Parce que vous payez. Vous payez la taxe d'habitation. Celui qui vient, il faut bien qu'il paie quelque chose. Celui qui vient sur un bateau, par exemple, il va dans la baie du Marin ou à Cantos ou n'importe où, paie le mouillage. Paie. C'est normal que ceux qui viennent chez vous, il faut leur demander de payer. Il ne faut pas garder cet argent-là, il faut le remercier. En tout cas, merci de votre participation. Vous partirez. Il y a un plan d'action. Il y a un plan d'action, monsieur le directeur de l'OTI en a parlé. Il y a un plan d'action qui a été mis en place par l'OTI, justement. Il y a des actions qui sont menées dans chaque commune. Et bientôt, il y aura une action qui sera menée aux Anses d'Arlay autour de la Bénigne. Il y aura un festival au début du mois de mai. Le 4 mai, d'ores et déjà, nous vous invitons à venir voir. C'est avec le concours de l'Office intercommunal. Donc voilà, il y a des actions qui sont menées. Comment? Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Comment une personne veut développer beaucoup plus ce territoire, régional? Il y a un plan d'action qui a été mis en place avec les maires et les conseillers municipaux. Au Diamant, par exemple, nous avons mené une action, la fête du Rocher. Les merveilles du Rocher. Si nous travaillons, il y a ce qu'on appelle la conférence des maires. Et cet après-midi, avant de venir ici, il y a eu la conférence des maires. Ce que vous avez vu là, ce soir, ça a été présenté à tous les maires, aux 12 maires du Sud. Oui, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Alors, il y a un élu du Diamant, qui est vice-président de l'OTI. Puisque vous parliez du Diamant, vous habitez au Diamant, vous avez investi sur le Diamant. Je vais laisser la parole. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Simplement, deux informations concernant votre demande. C'est vrai que lors du transfert de la compétence, il y a eu des réunions avec les mairies et chaque commune a voulu conserver, lorsque le directeur parlait des événements qui deviennent pérennes. Et chaque commune a proposé certains événements ces événements étaient transférés à l'OTI, donc l'ancienne fête du Rocher qu'on connaissait, qui est devenue les merveilles du Rocher. Donc chaque commune a positionné des manifestations pour que ça soit repris par l'OTI. Ça, c'est une première chose. Et c'est vrai que je vois un double avantage c'est vrai que ça a été compliqué le transfert de compétences. On parlait des agents, puisqu'il a fallu récupérer les agents de chaque office de tourisme qui dépendait des communes. Donc ça a été un transfert par rapport à chaque maire qui a voulu ou non transférer tel ou tel agent. Donc il y a eu déjà cette première difficulté. Maintenant, là où il faut voir l'avantage, c'est qu'on parlait tout à l'heure de différence de taxes de séjour, par exemple, entre le sud et le nord. Et il faut savoir qu'avant, au sein même du territoire sud, chaque commune avait sa taxe de séjour. Donc c'était différent d'une commune à l'autre. Et l'autre avantage également, chaque commune en parlait de la traçabilité de la taxe de séjour. Aujourd'hui, la taxe de séjour est versée intégralement à l'office de tourisme et on sait que l'utilisation sera faite pour le tourisme. Alors que d'une commune à l'autre, ce n'était pas forcément le cas. La taxe de séjour servait
peut-être à la trésorerie, à équilibrer le budget de la ville. Donc là aussi, il y a cet avantage-là. Et j'ai envie de dire que vous êtes les bons élèves de la classe, parce que comme on disait, ceux qui sont là, ce sont ceux qui paient la taxe de séjour, ou alors qui veulent la payer. Et il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui ne la paient pas. Et j'ai envie de dire même, au niveau des hôtels, et on a eu ce problème-là, notamment en Germain, ça existe dans d'autres communes, les hôtels ne payaient pas forcément leur taxe de séjour. Ils utilisaient cette taxe de séjour-là pour la trésorerie. Donc il y a des mauvais élèves partout. En tout cas, félicitations à vous. Et c'est un petit peu l'objectif, c'est que tout le monde puisse payer. Quand je dis tout le monde, ce sont les touristes qui paient la taxe de séjour, ou que derrière, au niveau de l'OTI, on puisse faire des actions de promotion, parce que plus on aura de la manne financière, plus on pourra promotionner le territoire, plus on pourra créer des événements qui seront attractifs, et plus les touristes viendront, et vous n'aurez peut-être même plus à passer par ces plateformes Airbnb, Booking, qui prélèvent une certaine somme, et chacun en aura pour son compte. En tout cas, c'est un petit peu notre objectif. Ce que je voulais ajouter, c'est que vous ne payez pas la taxe de séjour. Vous nous donnez un coup de main, vous collectez la taxe de séjour. Vous allez collecter, vous allez reverser à l'OTI. Parce qu'en fait, cet argent-là sert à quoi? À animer, à rendre le territoire beaucoup plus attractif. Et qui en tirera profit? C'est vous. C'est vous. Vous aurez davantage de clients, vous allez travailler. Tout le temps. Ne vous inquiétez pas pour ça, nous allons mettre toute l'armada pour arriver à faire payer tout le monde. On a contacté déjà beaucoup de monde. On a contacté. Mais ça va bouger, ne vous inquiétez pas. Oui. C'est notre première grande réunion, voyez-vous. Et ça vient là. Nous allons continuer. Alors, monsieur le directeur, si tu peux rappeler 2-3 actions qui ont déjà été menées sur notre budget. Bien sûr, avec plaisir. Et vivement, parce qu'ils n'auraient pas. D'accord, président, avec plaisir. Alors, juste pour rebondir également au niveau de la répartition, il faut savoir, je ne vous ai pas parlé des instances de gouvernance de l'OTI. Il faut savoir qu'on a l'OTI dirigé par un comité de direction qui est composé par des élus communautaires. Donc on a un élu communautaire de chaque commune qui est présent dans le comité de direction. Nous avons également créé un comité consultatif l'année dernière qui est composé cette fois-ci d'élus communaux et des élus communaux qui occupaient généralement des postes tels que président des offices de tourisme. Et c'est pour vous montrer qu'il y avait la volonté un petit peu d'assurer une continuité avec ce qui se faisait déjà sur les territoires et de trouver une cohésion également avec la stratégie touristique de l'espace sud. Puisqu'il faut comprendre que les offices de tourisme auparavant étaient dans une dynamique communale et que le projet Odyssea correspond impeccablement, correspond totalement à la dimension intercommunale qu'on souhaite impulser sur le territoire. Puisque l'idée du projet Odyssea, c'est de partir des villes portuaires, donc de l'afflux de touristes qui arrivent sur les villes portuaires, et de pouvoir amener ces touristes-là également vers l'intérieur des terres. Donc vous voyez qu'on n'est plus dans une dynamique uniquement communale, on est vraiment sur un intérêt global, communautaire. Donc voilà, donc pour parler des actions concrètes, là, nous sommes en plein dans une action, notamment puisque en fait, au niveau du plan d'action qui a été élaboré au niveau de l'OTI, nous avons à cœur de valoriser la gastronomie. Donc il faut savoir que le 21, le 22, le 23 mars, il y a une opération qui est mise en place par le gouvernement français depuis 2015 et qui vise à valoriser la gastronomie des territoires français. Donc pour la première fois, nous sommes inscrits dans cette dynamique. Nous avons intitulé Saveurs Sud Martinique et nous avons contacté des professionnels, des restaurateurs
qui jouent le jeu et qui mettent en place des produits, des menus, pardon, qui valorisent les mets traditionnels et qui également utilisent des produits du terroir. Donc ça, c'est une action concrète qui se passe en ce moment même où je vous parle. Nous avons, comme Monsieur le Président le disait, nous avons une action qui arrive également sur la ville des Anses-d'Arlès. Nous avons récupéré un certain nombre d'actions qui avaient été transférées par la ville du Diamant et la ville du Vauclin pendant la période de Pâques. Donc ça va savoir la valorisation du produit du crabe, donc autour de la chasse et également de la vente de crabe. Donc nous avons deux actions sur le Vauclin et une sur le Diamant. Nous avons également le projet de réaliser un village des professionnels qui serait plus axé B2B, parce qu'il faut savoir que le CNT organise déjà un village des professionnels. Donc l'intérêt, ce n'était pas de faire exactement la même chose. Et vu que nous sommes auprès de vous pour être des relais, donc je pense que ce village-là, nous vous rencontrerons d'ailleurs, et ce village-là sera l'occasion de vous mettre en connexion avec les opérateurs numériques, avec tous les partenaires qui dans la vie de tous les jours de votre activité, vous permettent d'avancer et de monter en gamme. Donc il y a un plan d'action très dense qui est prévu par l'Espace Sud, dont nous avons la mission de le mettre à jour. Donc si vous voulez, nous avons déjà eu des réunions avec un certain nombre de professionnels la dernière pour présenter ce plan d'action. Mais nous essaierons de réorganiser une réunion avec vous également pour vous présenter les priorités du plan d'action sur 2019. Parce qu'il faut savoir que c'est un plan d'action triennal qui s'étale jusqu'à 2020. Mais en tout cas, voilà, on a énormément d'actions. Et puis, juste pour terminer, pour vous rappeler également que la priorité cette année, ça sera vraiment la promotion. Parce que certes, on a déjà atteint nos objectifs en termes de maintien d'action. Comme je vous l'ai dit, on a maintenu 99% des actions qui nous avaient été transmises. Donc si demain, vous trouvez que vous avez un manque d'action sur vos communes, ce n'est pas forcément la faute de l'outil, parce qu'il y a un travail, comme président et vice-président, je vous dis, il y a un travail qui a été fait en amont. On a été à l'approche des municipalités, et il y a eu ce retour d'information qui a été fait. Donc nous, on a commencé sur cette base, et la priorité cette année, ce sera de créer des outils de promotion qui vous seront dédiés. Voilà. Merci encore pour votre présence aujourd'hui. Merci à tous.